Bon début de semaine à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, c'est votre magazine économique Zoom Eco Live qui commence. Plusieurs thématiques seront développées au cours de cette nouvelle édition, notamment le marché des changes et réserve internationale au 9 avril 2026. Crise à la SNEL, l'intersyndicale est claire après échange avec le PCA. Nous ferons également un saut au marché Ziguida pour vous donner le prix des riz. Alors restez avec nous. Les détails, c'est tout de suite après les nouvelles en bref. En marge du forum diplomatique Antalya, la République démocratique du Congo et la Turquie ont affiché leur volonté commune de renforcer significativement leurs relations économiques. À l'issue d'une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue turc Recep Tayyip, les deux parties ont annoncé leur ambition de porter les volumes des échanges bilatéraux à 500 millions de dollars américains à moyen terme. Actuellement estimé à environ 200 millions de dollars américains, les échanges commerciaux entre les deux pays devraient connaître une progression notable grâce à un renforcement du partenariat stratégique. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La République démocratique du Congo s'apprête à devenir la 5e économie d'Afrique subsaharienne, avec un PIB projeté à 123 milliards de dollars américains en 2026, selon le Fonds monétaire international. Cette progression repose sur un triptyque macroéconomique structurant, expansion du secteur minier, afflux de devises et appréciation du franc congolais. Au-delà de l'effet conjoncturel, le réforme monétaire engagé pourrait redéfinir les équilibres de long terme. La montée en puissance de la RDC dans la hiérarchie économique régionale s'explique autant par la croissance réelle que des effets de valorisation externe. Avec un PIB nominal attendu à 123 milliards de dollars américains, le pays dépasserait l'Éthiopie et se rapprocherait de l'économie intermédiaire comme les Kenya et l'Angola. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Du 22 au 26 avril prochain, près de 23 millions d'enfants sont ciblés dans les centres de santé et les sites de vaccination de 515 zones de santé à l'occasion d'une campagne nationale synchronisée avec la 16e édition de la Semaine africaine de la vaccination. L'objectif est de stopper la propagation de 3 maladies mortelles et invalidantes, la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Selon le docteur Augustin Milambo, directeur adjoint du programme élargi de vaccination, la campagne combinée rougeole, rubéole, polio se déployera spécifiquement dans 11 provinces prioritaires identifiées comme des foyers épidémiques ou de zones à haut risque. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Dans la dynamique de suivi de l'émission de son premier eurobond, le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé a tenu une séance de travail avec Aouna Eziakounwa, secrétaire générale adjointe et directrice du Bureau général pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement. Les échanges ont porté sur l'accompagnement de PNUD, dont la mise en place d'un dispositif de reporting et monitoring lié à l'eurobond. Ces mécanismes sera principalement orienté vers le suivi rigoureux de projets sélectionnés en vue de garantir une exécution optimale, transparente et efficace de ressources mobilisées. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Merci de nous recevoir chez vous. Le marché de change et réserve internationale au 9 avril 2026. On en parle tout de suite avec Adossa Grace dans les chiffres clés. Adessa Grace, bienvenue à vous. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange? Voilà, à l'officiel, nous avons constaté que 1 dollar s'échange à 2309,64 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,14 centimes et un euro s'échange à 2721,06 francs congolais. Alors pour le compte de marché parallèle, nous avons ciblé Bandalungwa et dans ce coin de la ville-province de Kinshasa, 1 dollar s'échange à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 5 centimes et un euro revient à 2800 francs congolais. Qu'en est-il du marché d'échange et réserve internationale au 9 avril 2026, comme l'indique votre thématique? Pour ce qui concerne le taux de change et les réserves internationales à la clôture du 9 avril 2026, nous avons constaté que le taux de change s'est établi à 2300,89 francs congolais pour 1 dollar américain à l'indicatif et 2319,07 francs congolais au parallèle. Comparé au 2 avril de l'année 2026, le franc congolais s'est donc apprécié à 0,04% sur le marché interbancaire et s'est déprécié de 0,42% sur le marché parallèle. Nous allons prendre maintenant la variation annuelle. En variation annuelle, la monnaie nationale a enregistré une dépréciation de 5,19% à l'interbancaire et de 0,38% au parallèle.
En ce qui concerne l'évolution du taux de change à l'indicatif tout comme au parallèle, nous avons constaté de la période d'avril 2024 au 9 avril 2026, il y a eu quand même une stabilité de taux de change à 2800 francs congolais jusqu'à la période d'octobre de l'année dernière, 2025, pour se situer maintenant en avril 2026 à 2389 francs congolais en fin mars et 2319,07 francs congolais pour le mois d'avril 2026. Nous allons prendre l'évolution de l'écart entre le cours parallèle et le cours indicatif de la période avril 2024, avril 2026. Nous avons constaté qu'en avril 2024, c'était de 44,51 l'évolution de cet écart entre le cours indicatif et le cours parallèle pour subir une hausse significative de 172,18 vers la fin de l'année dernière et s'établir en avril 2026 à 18,18. Et pour finir avec vous, Adassa Grace, pouvez-vous nous parler des réserves internationales? Et avant de finir, nous allons prendre cette fois-ci les réserves internationales. Pour ce qui concerne les réserves internationales, au 8 avril 2026, les réserves internationales se sont établies à 7 734,88 millions de dollars américains. Une hausse hebdomadaire a été constatée de 0,5%, garantissant ainsi une couverture de 2,95 le mois d'importation de biens et services. Prenons maintenant l'évolution de ces réserves internationales en millions de dollars américains de l'échéance avril 2024 au 9 avril 2026. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons constaté qu'il y a eu les réserves internationales a subi une variation de l'année 2024 jusqu'en 2026 pour se situer à 7 734,88 millions de dollars américains. Merci à vous, Adassa Grace. Merci Solange. Crise à la SNEL, l'intersyndicale éclair après échange avec le PCA. Mesdames, Messieurs, je reçois pour le compte du dossier Mike Gardidana pour vous donner plus de détails et c'est tout de suite. Mike Gardidana, bienvenue. Merci. Une crise s'était observée à la SNEL depuis quelques semaines. De quoi s'agit-il? Alors, la vérité, c'est que depuis quelques semaines, on a assisté à des tensions au niveau de la SNEL, particulièrement avec quelques syndicalistes qui se sont acharnés sur le président du conseil d'administration, Luc Badi-Banga. À en croire ces derniers, le PCA serait à la base d'une proposition sur la compartimentation de la société, c'est-à-dire libéraliser certains tâches de la société, notamment le transport et la commercialisation de la SNEL. Ces derniers ont presque accusé, ont utilisé les médias également pour pouvoir s'attaquer à la personne. Mais dans ce contexte-là, il a fallu donc trouver qui dit vrai et quelles sont les vraies raisons en interne. Et je crois que pour éclairer la lanterne de la population, ce dernier, le PCA, a réuni l'intersyndicale, c'est-à-dire le 24 syndicats que compte, sur les 24 syndicats que compte la SNEL, il y a au moins plus de 14 qui ont répondu à son invitation pour présenter certains éléments. Certes, la réunion n'a pas tourné qu'autour de cette question qui fait polémique, c'est d'abord parler de l'entreprise, notamment le budget où également la société a été attaquée, mais également cette polémique autour de ces compartiments. Et au sortir, on a finalement compris qu'il s'agissait des rumeurs et des informations manipulées dans l'idée de pouvoir instrumentaliser certains agents contre lui, à en croire la déclaration de l'intersyndicale. Et donc, à ces niveaux ici, on peut se dire qu'ils ont certainement trouvé un moyen pour pouvoir résoudre cette crise-là. Alors, d'où viennent les accusations des compartimentations de la société? Le premier contact que nous, on a eu, c'était autour de médias qui évoquaient cette question. Mais la vérité, c'est que c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui a déjà fait l'ordre du jour au niveau de la SNEL. Avant l'arrivée de ces comités directeurs, à en croire nos sources, cette question a déjà été proposée. Mais que malheureusement, après l'arrivée de l'actuel conseil d'administration, cette question n'a jamais fait l'objet d'un débat. Et que, en date de mars, en mars 2026, c'est le ministre de Finances et le ministre des Ressources hydrauliques qui auraient demandé à ce conseil de pouvoir se pencher sur la question sur la restructuration de la société. Or, cette question n'avait même pas eu le temps d'être discutée avant que les syndicalistes ne montent au créneau pour pouvoir s'attaquer au conseil d'administration. Et donc, ici, l'idée était de pouvoir simplement instrumentaliser certains pour éviter ce débat-là.
Mais malheureusement, le PCA en a payé le frais, alors que ni en termes de propositions, ni moins encore depuis son arrivée, cette question n'a été au cœur de ces échanges-là. Donc la question pertinente que vous posez, d'où est venue cette question? Et à la lumière des discussions qu'il a eues avec les syndicalistes, parce qu'à la fin, c'est pas lui qui a parlé, c'est l'intersyndical qui a parlé, il s'agissait ici des informations mal données à certains agents qui auraient pris la tangente pour pouvoir s'attaquer au PCA. Mais dans le fond, aujourd'hui, je crois que s'il y a responsabilité, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir réfléchir sur comment viabiliser cette société-là. Et pour ça, la réunion nous a également révélé que sur les accusations, l'une des accusations, c'était l'absence d'un budget pour la SNEL en tant que société. À cette question, le président du conseil d'administration a répondu qu'effectivement, la société a un budget. Un budget qui fonctionne sur le principe du 1/12e. Et ce principe voudrait que, dans le contexte actuel, puisque l'État congolais qui est actionnaire unique de la société avait exigé pas un plan annuel, mais un plan quinquennal. Et au-delà d'un plan quinquennal, il faut un plan stratégique. Pendant son élaboration, il est donc pertinent que l'entreprise puisse continuer, c'est alors qu'ils ont appliqué cette règle réglementaire. Mais au-delà de ça, il y a également un budget d'investissement qui sera doté d'ici là, mais qui doit attendre finalement les exigences de l'État pour pouvoir permettre à ce que cette société fonctionne convenablement. Donc, on se rend finalement compte qu'en interne, il y a quelqu'un qui voulait proposer, parce que, je rappelle, question d'actualité, le directeur général est aux États-Unis pour présenter un plan de relance de la SNEL. Est-ce que ça se posait que de gens sur les quelques options qui ont été présentées sur la table? On a décidé de paralyser les choses pour privilégier une option. Difficile de le dire maintenant, mais on se rend finalement compte que c'était une question cruciale, mais dont les informations étaient mal données et qui a fini par créer une crise qui ne devrait pas avoir lieu, au lieu de pouvoir réunir les acteurs pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, quelles sont les résolutions majeures de cette réunion avec l'intersyndicale? Alors, j'évoquais ici la présentation d'un plan ou encore le plan de relance de la SNEL. Le PCA, en tant que président du conseil d'administration, a rassuré les syndicalistes, et encore l'intersyndicale qui fait partie des organes sociaux de la société, de participer aux prochaines discussions pour pouvoir voir très clair sur qu'est-ce qu'il faudra faire, sur comment discuter, tel qu'instruit par la hiérarchie. Et ça, c'est une information qui vient de l'intersyndicale, dont leur porte-parole avait déclaré à la fin. Et autre résolution également autour de cette question, c'est pouvoir assurer, leur permettre de dire à leurs délégués que les accusations sur l'absence d'un budget à la SNEL sont fausses. La SNEL fonctionne. Le législateur a prévu différents mécanismes. Et que l'État, qui est l'actionnaire unique de la société, pour relancer ces sociétés, avait refusé un plan annuel, avait exigé un plan quinquennal. Et donc, c'est le travail qui est en train d'être fait. Et ce travail doit se faire également avec l'implication de la plupart de ces partenaires sociaux qui sont le syndicalisme. Voilà en quelque sorte les grandes résolutions qui ont été prises au ce niveau-là. Et donc ici, l'appel a été lancé aux différents syndicalistes de pouvoir s'apaiser un tout petit peu et que vouloir faire une fixation sur un individu n'aiderait pas cette société aussi cruciale, une société aussi importante pour la population congolaise. Merci à vous, Mike Gardiana, pour toutes ces précisions. C'est à moi de vous remercier. Parlons élection au poste de secrétaire général de la francophonie. La République démocratique du Congo affûte ses armes et multiplie les contacts après l'Afrique, cap vers l'Amérique où Madame Juliana Lumumba séjourne. Son agenda prévoit des rencontres avec les officiels. Je vous prie de suivre ce reportage qui donne les grandes lignes. Après le séisme de sa qualification historique pour la Coupe du Monde, la RDC change de terrain, mais garde la même rage de vaincre. L'objectif est désormais politique, décrocher le secrétariat général de la francophonie. Pour cette bataille de prestige, toutes les batteries sont activées sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa abat sa carte maîtresse, la candidature de Madame Juliana Lumumba. À quelques mois du sommet décisif au Cambodge, la diplomatie congolaise est en mode commando. Après une offensive éclair en Afrique, du Sénégal au Cap-Vert, en passant par la Guinée, la délégation met le cap sur l'Amérique. Je suis venu pour présenter mes projets. Quand je dis 9 projets, 9 pour une francophonie neuve, parce que se présenter au poste c'est bien, mais il faudrait que les gens me connaissent un peu plus, sachent ce que je propose de nouveau, comme je propose la redynamisation de la francophonie, la refondation de la francophonie, qu'elle devienne une francophonie plus inclusive,
plus proche des gens, une francophonie, comme je dis, des peuples, avec les peuples et pour les peuples. Donc c'est ce que je suis venu proposer et expliquer aux autorités canadiennes. Sur place, l'ambassadeur de la RDC travaille jour et nuit pour convaincre. En coulisses, les signaux passent au vert. La candidature Lumumba s'impose comme une évidence. La candidature de Madame a attiré vraiment l'attention de toutes les autorités ici au Canada. C'est pour cette raison d'ailleurs, elle sera reçue par toutes les autorités compétentes et il y a même des réunions bilatérales qui sont prévues. Donc pour nous, nous pensons que c'est déjà quelque chose de très positif, d'autant plus que le Canada, c'est 3 voies. Comme vous le savez, il y a le Canada fédéral, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a le Québec. En novembre prochain, au Cambodge, la RDC ne jouera pas seulement pour un poste, mais pour confirmer son leadership au cœur de l'espace francophone. Et puis, la Direction générale des impôts DGI rappelle aux contribuables concernés que la date limite des dépôts des déclarations fiscales de l'exercice 2026 revenu 2025 et de paiement des impôts dus est fixée au 30 avril 2026. Sont visés notamment l'impôt sur les bénéfices et profits IBP pour les grandes, moyennes et petites entreprises, l'impôt mobilier pour les sociétés étrangères, ainsi que l'impôt spécial sur les profits excédentaires pour les sociétés minières, sans oublier l'impôt forfaitaire des micro-entreprises. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur le bénéfice et profit IBP aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que l'échéance des dépôts des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026, revenu 2025, et des paiements de soldes l'IBP à charge de grandes et moyennes entreprises de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que celle du dépôt du bordereau et des paiements de la deuxième quotité de 40% de l'IBP à charge de petites entreprises et des déclarations et paiements de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le jeudi 30 avril 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction générale des impôts précise-t-elle que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité, ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée selon le cas de l'attestation de paiement et du bordereau des versements. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun et des petites entreprises, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025, ainsi que de toute autre pièce justificative jugée nécessaire, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. En outre, pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime de droit commun, la Direction générale des impôts insiste sur le fait que les états financiers annuels des synthèses à joindre aux déclarations de l'impôt sur les bénéfices profits de l'exercice 2026, revenu 2025, doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et ce conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises et par les centres des impôts pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email
de leur déclaration et de preuve de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon le cas. Et par ailleurs, les contribuables concernés par les impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Ainsi prend fin cette édition, mesdames et messieurs, réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.